La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. On va à présent parler du Togo. Alors, des députés à l'Assemblée nationale togolaise ont voté tard dans la nuit du lundi 25 mars 2024 un projet de loi de modification de la Constitution. Ainsi donc, le Togo passe d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Faure Gnassingbé fera bientôt 20 ans au pouvoir après 38 ans de règne de son feu père Gnassingbé, qui a dirigé le Togo d'une main de fer. Alors avec ce régime parlementaire, justement, Faure Gnassingbé ne va plus laisser les Togolais choisir ses dirigeants, si ce n'est que les députés parlementaires qui le feront. Alors, vous en tant que panafricain, le Sénégalais Alphonse Dialeng Djidjiou, quel regard portez-vous sur la situation actuelle au Togo, ce que le peuple togolais appelle un coup d'État constitutionnel? Amos, beaucoup d'incompréhension pour ma part. J'ai essayé de voir quels sont les arguments qui plaidaient en faveur de ce changement de régime, de gouvernance. Et mes explications que j'ai pu lire à gauche et à droite ne m'ont guère convaincu. Cela me semble être plus un stratagème pour rester au pouvoir. Donc, je ne vois pas d'éléments objectifs qui justifieraient qu'on passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire où c'est des députés qui vont élire le président de la République. En soi, je n'ai rien contre les régimes parlementaires, ça peut se justifier dans un pays pour un bon équilibre des pouvoirs. Car nous savons que les régimes présidentiels, parfois, sont des régimes hyper présidentialistes où le président a trop de pouvoir. Mais pour le cas du Togo, j'ai plus le sentiment que c'est plus une stratégie pour continuer à gouverner le Togo après plusieurs mandats consécutifs à la tête du pays. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Donc pour vous, en tant que panafricain, vous avez tout de suite compris, après 38 ans de règne sans partage de son feu père Gnassingbé Adema, Faure bientôt 20 ans. Donc pour vous, justement, si Faure veut passer à un régime parlementaire, justement, c'est pour rester au pouvoir. Absolument, c'est le sentiment que j'ai parce que j'ai pas les arguments que j'ai lus, en tout cas des gens qui ont voté en faveur, des députés qui ont voté en faveur de ce texte, ne m'ont guère convaincu parce que c'était des arguments complètement généralistes. Je n'ai rien de trouvé de spécifique à la situation politique du Togo qui justifierait ce changement. Tout à fait. On va maintenant donner la parole au Togolais, Dr Yves Kouyabaïzo. Vous avez entendu tout à l'heure le panafricain sénégalais Alphonse Dialeng Djidjiou. Il a lu. Lui, il n'est pas Togolais, mais il a compris que oui, Faure Gnassingbé veut rester longtemps au pouvoir comme son père. Alors, une question juridique et politique s'impose, Dr Yves Kouyabaïzo. Je rappelle que vous êtes aussi juriste, vous avez fait le droit. Alors, les députés à l'Assemblée nationale, dont le mandat a expiré le 31 décembre 2023, peuvent-ils légalement procéder à la modification de la Constitution togolaise? Dr Yves Kouyabaïzo. Merci encore pour la question. Je vais répondre à votre question. Ma réponse, de toute façon, elle est non. Mais je souhaite le mettre dans un contexte plus large. L'élection de M. Faure Gnassingbé depuis 2005 au Togo est illégale et anticonstitutionnelle depuis 20 ans. Et nous, le collectif pour la vérité des urnes, élargi au réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante, nous avons déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO pour cela. Et nous attendons la décision. Nous demandons aux juges africains de clarifier cette histoire. Il est illégal et anticonstitutionnel. Son système l'est tout autant. 2, il est venu avec un coup d'État sanglant, mais un coup d'État militaire, soutenu par la CEDEAO.
Et les différents coups d'État constitutionnels qui ont suivi 2010, 2015, 2020 se sont faits grâce à l'appui des militaires togolais, essentiellement claniques. Donc c'est un régime militarisé, un peu comme en Guinée. Le problème n'est pas tant qu'on soit militaire ou qu'on soit civil, c'est un problème de leadership comme on l'a vu pour le Sénégal. La seule différence, le leadership africain doit être éthique. Que ce soit un militaire au Mali, regardez bien pourquoi ça marche. Éthique. Pourquoi Sonko, ça marche? Éthique. Alors, si le mot éthique, qui est basé sur les valeurs de la MAT, vérité, justice, solidarité, ne fonctionne pas, alors les formes de régime politique qui sont issues de cette absence d'éthique finissent, tous ces régimes donc, en autocratie, en dictature, le contraire des États de droit, et ce que Faure Gnassingbé appelle régime présidentiel ou semi-présidentiel, c'est qui est un grand mensonge, un très grand mensonge. Alors, autre question. Le Togo fait adopter une nouvelle constitution par des députés. Mais le mandat des députés est terminé au 31 décembre 2023. Vous l'avez dit. Le mandat du peuple. Ils ne sont là que pour gérer les affaires courantes. La question est de savoir comment, après 1, 2, 3, 4 mandats, Faure Gnassingbé n'a pas été capable de faire des élections pour pouvoir renouveler son Parlement. Et c'est très intéressant à savoir, puisqu'il chasse le ministre qui était en charge de, en responsabilité, un certain monsieur Boupessi, qu'il va renommer maintenant à la Cour constitutionnelle. D'accord. Donc, quel est le fond du problème? Faure Gnassingbé décide d'abolir la possibilité pour le peuple togolais de choisir directement son président au suffrage universel. Le peuple togolais doit savoir cela. Maintenant, est-ce que c'était légal ou pas? Si vous n'avez pas de mandat, vous ne pouvez pas changer. La constitution togolaise, 92, qui a été approuvée à plus de 97% par le peuple togolais, en termes de forme juridique, vous avez besoin de refaire un autre référendum pour pouvoir changer. La Constitution le dit clairement, surtout si vous touchez à la modification du président. Quand c'est des petites modifications, alors la Constitution prévoit d'autres formes. 4/5e parlementaire ici, une petite loi de révision, des petits changements, modifications, il n'y a pas de mal. Mais sachez qu'au Togo, c'est toujours unilatéral. Tout à fait. Pas de débat. Docteur Yves Kamenzo, une question très importante également, je vais vous laisser continuer. Pourquoi justement cette modification intervient-elle à quelques semaines des élections législatives annoncées au Togo? Alors c'est très intéressant votre question. Si ce gouvernement dit autoritaire, dit dictatorial, dit autocratique était si sûr d'eux-mêmes, puisqu'ils ont une majorité automatique au Parlement, sachez que dans le Parlement, le texte qui a été voté, il y a eu une opposition et une abstention. Tout le reste, c'était les gens du parti présidentiel. Donc, s'ils étaient si sûrs d'avoir cette majorité, mais ils n'avaient aucun problème de faire ce travail un peu plus tard, après les élections, avec les nouveaux parlementaires. Donc, ils ont peur, tout le système a peur, et je parle, moi, de fuite en avant. Ils ont peur, vous savez pourquoi? Mais vous serez étonnés. C'est le cas du Sénégal, qui est en train de s'exporter au Togo. Parce que les positions des Occidentaux, la France en tête, mais aussi le fait que cette année, c'est M. Poutine qui tient ce qu'on appelle les BRICS, l'ensemble des pays qu'on dit du Sud global, 25 pays, peut-être même plus, veulent s'inscrire là-bas. Donc, vont changer de leur positionnement, entre guillemets, avec les Occidentaux, vers quelque chose qui peut ramener en arrière à la conférence de Bandung de 1955, où nous allons de revenir des pays non alignés, en tout cas pas alignés sur les Occidentaux. Donc cette logique globale fait que des gens comme le Togo, le président du Togo, qui s'est systématiquement toujours aligné sur les Occidentaux et sur Israël, commence à se dire, mais je peux peut-être perdre la prochaine fois. D'où l'urgence de ce que vous posez comme question. Et donc ils se sont dit, ça peut passer. Sauf que juridiquement, ce n'est pas valable et on va tout faire pour pouvoir demander à la Cour de justice ou une cour quelconque de pouvoir le démontrer. Vous connaissez comment fonctionnent nos cours de justice en Afrique, mais on va quand même faire l'effort de le faire. Pourquoi on ne va pas devant la Cour constitutionnelle au Togo? Mais d'abord, elle n'est pas complète et deuxièmement, vous savez, si le président lui-même met ses gens dedans, vous ne pouvez pas attendre quelque chose. D'ailleurs, si elle se déclare incompétente, mais on aura perdu du temps pour pas grand-chose. C'est un autre problème. Alors,
le fond de l'histoire de ces législateurs, parce qu'on croit qu'ils sont élus, mais en fait, au Togo, l'essentiel, ils sont nommés. Et on a un deuxième problème, c'est que les dernières élections, un certain nombre de partis d'opposition ne sont pas allés aux élections, justement, parce que la liste électorale n'était pas bonne, il y avait des trafics et des fraudes, et donc ils ont justifié leur position à ce moment-là. Mais ça a permis au parti de président de rafler la mise et surtout de faire le passage en force systématique. Et maintenant, que l'opposition décide, et maintenant que l'opposition ne veut plus boycotter, le pouvoir active son plan B. L'opposition a compris quelque chose, que le boycott ne peut être utile que si le peuple l'accompagne. Attention, c'est pas que le boycott en soi n'est pas bon, c'est qu'il faut que le peuple l'accompagne. Et le boycott au Togo, dans un pays où 70% des gens sont pauvres, si vous ne sortez pas de votre maison pour aller travailler dans la journée, vous ne mangez pas. Attention, c'est ça le fond de l'histoire. Donc il faut être en adéquation avec son peuple. Et ça, cette adéquation ne peut se faire que si on avait un projet de transition ou un projet de société commun et qu'on a bien expliqué au peuple. Ce qu'a fait Sonko au Sénégal, que la plupart des opposants essayent de faire, mais apparemment ça ne passe pas tout à fait au Togo, et d'autant plus c'est distribué. On a plus de 115 partis politiques, à ce que je me rappelle, au Togo, ce qui est quand même une aberration pour un petit pays en termes de taille comme le Togo. D'accord. Donc, le fond de l'histoire, c'est que la relation entre le peuple et soi-disant l'opposition n'est pas tout à fait au beau fixe, et la relation entre le peuple et le pouvoir, lui, ne fonctionne carrément pas, mais ne peut pas s'exprimer. Et ça pose un problème parce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne représentent pas ce peuple. Et donc travaillent contre ce peuple, pour ne pas dire, comme en Guinée, carrément pour des intérêts étrangers. Ce qui pose un problème maintenant de distribution de la richesse, et on pourra revenir là-dessus beaucoup plus tard. Alors, comment ça fonctionne? C'est que chaque fois que vous voulez faire, et je peux même vous dire qu'aujourd'hui même, ou plutôt c'était quelques jours, il y a 2 jours, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition s'était réunie pour faire une simple conférence de presse dans un bâtiment et une maison. C'était justement hier. C'était hier. Voilà, justement. Et c'était dans un espace privé, donc pas sur le lieu public. Eh ben, on a eu les gendarmes qui ont été commissionnés pour les interdire d'abord de faire leur conférence de presse et manu militari de s'arrêter. Sinon, ils allaient casser tout. Quel est le pays en Afrique aujourd'hui qui peut tolérer ce genre de choses? Quand on dit ça aujourd'hui à des Sénégalais ou même à des Guinéens, ils ne peuvent pas accepter cela. Donc pourquoi voulez-vous qu'un peuple togolais accepte cela? Ça ne peut pas se faire. Exactement. Il y a l'impunité qui va avec. Hein. On comprend votre indignation. On va laisser maintenant réagir le panafricain guinéen. Juste un dernier point. Juste un dernier point. Pour que je finisse bien pour le raisonnement. Alors, quel est le fond du problème? Depuis la Constitution de 92, c'est que, et mon collègue tout à l'heure l'a bien dit, ils veulent rester au pouvoir. Mais comment ils font pour rester au pouvoir? Le système Gnassingbé consiste à faire ceci. La Constitution du peuple 92 avait dit 2 mandats, vous partez. Faure Gnassingbé l'a modifié en disant non, je ne pars pas, je refais 2 mandats. En disant ceci, je remets les compteurs à 0. Voilà comment il a fait 2 fois et il a refait 2 fois. Maintenant, il veut refaire 2 fois sous une autre forme. Donc, ce qu'il faut condamner partout, c'est la remise à 0 des compteurs, c'est-à-dire que chaque fois que vous changez de république, vous avez le droit de rester au pouvoir 2 fois. Et si maintenant vous enlevez la possibilité pour le peuple de dire non, ce qui est le cas, alors vous mettez des gens dans votre parlement qui sont tous des gens du pouvoir présidentiel qui vont vous remettre en place de manière systématique. L'histoire de passer du régime présidentiel au régime parlementaire, je suis en Autriche, je peux vous dire j'ai un régime parlementaire, c'est basé sur la vérité des urnes, c'est pas le cas du Togo. C'est basé sur la vérité des comptes publics, c'est pas le cas du Togo. Donc vous voyez bien la différence. Tout à fait. Et c'est pareil en Allemagne. Tout à fait. Alors, on va laisser, comme je l'ai dit, on va laisser réagir le panafricain Souleymane Konaté en Guinée-Conakry. Je sais que il suit de près tout ce qui se passe également sur le plan politique, surtout au Togo. Mais maintenant qu'il vous a écouté, tout devient encore beaucoup plus clair. Alors, Souleymane Konaté, le Togo passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Cela est voté notamment par les députés à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est un danger pour la sous-région ouest-africaine, Souleymane Konaté? C'est bien sûr que c'est un danger pour la sous-région ouest-africaine parce que ce qui se passe aujourd'hui au Togo, il ne faut pas se voiler les faces. C'est un coup d'État constitutionnel et ça, nous, on a l'expérience de ça en Guinée, on a dénoncé ça depuis un certain temps. C'est là où on accuse même la CEDEAO aussi parce qu'il ne faut pas s'attaquer simplement aux militaires qui font des coups d'État. Il y a des civils aujourd'hui au pouvoir qui ont opéré
le 3e mandat, 4e mandat, certains même 5e mandat. Ce n'est pas normal, c'est illégal, ils le savent. La CEDEAO doit prendre le devant pour pouvoir empêcher ce genre de choses d'intervenir. Ce qui se passe aujourd'hui, comme je le rappelais, c'est un coup d'État parce que les députés sont en fin de mandat. Et quand vous êtes en fin de mandat, vous gérez les affaires courantes en attendant qu'une nouvelle équipe revienne pour prendre les dossiers en main. Nous disons simplement que le Togo décide de passer d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Dans un pays normal, on dirait que c'est normal. Il appartient au peuple de décider ce qu'ils veulent pour le devenir de leur nation. Mais vous ne pouvez pas faire ça en catimini sans pouvoir soumettre ça, n'est-ce pas, au vote du peuple. Le peuple a son mot à dire. Parce qu'après tout, si vous êtes aux affaires, c'est pour servir ce peuple-là. Vous ne pouvez pas sortir une constitution en catimini et voter par des députés en fin de mandat et vous refusez de soumettre ça au vote pour que le peuple puisse donner, n'est-ce pas, cette caution par rapport à cela. Nous disons que c'est de l'imposture et cela doit être combattu. C'est pourquoi je soutiens totalement les acteurs politiques du Togo qui se battent pour que de tels projets ne puissent pas prospérer parce que c'est une menace pour l'Afrique entière. Quand monsieur Faure a fait le 4e mandat, la CEDEAO a laissé passer. Alpha Condé a tranquillement modifié la constitution ici, malgré la résistance du peuple. Il a fait passer ce projet en Côte d'Ivoire, malgré la répression, malgré les violences. M. Ouattara a fait passer son projet parce que tout simplement, il y a eu un précédent. Donc, si on ne rectifie pas ça maintenant, d'autres pourraient s'inspirer et l'Afrique va succomber dans cette nouvelle forme d'imposture et cela est regrettable. L'autre co-débatteur du Togo disait quelque chose à l'entame de l'émission qui est très intéressant. Le système, quand ils veulent confisquer le pouvoir, ça joue sur la cartographie électorale, ça joue sur le fichier électoral. On en a cette expérience également en Guinée. Les quartiers contestataires, les quartiers qui ne sont pas du tout favorables au système, qu'est-ce qu'ils font? S'il y a un quartier, par exemple, où ils pensent qu'ils sont majoritaires, on regarde, si on prend 3 quartiers contestataires, on les rajoute à ce quartier-là, est-ce que ça va être défavorable au système? Si c'est pas défavorable, on les rajoute directement à ce quartier favorable, n'est-ce pas, à l'opposition, ce qui fait que vous êtes minoritaire dans la zone où vous êtes. Donc c'est comme ça que le fichier est tripatouillé, c'est comme ça que le fichier est manipulé, et ça fait que malgré, n'est-ce pas, la volonté du peuple de se libérer, malgré la clairvoyance de certains acteurs politiques, vous ne pouvez jamais arriver au résultat escompté parce que le fichier, la cartographie électorale, tous ont été modifiés. C'est pourquoi nous appelons la CEDEAO, qui sait bien de sanctionner les militaires après un coup d'État, mais c'est toujours intelligent de prendre le devant et empêcher que de telles impostures puissent se passer dans le pays. En tout cas, nous apportons tout notre soutien aux acteurs politiques du Togo, au peuple togolais de façon générale, et nous allons continuer à veiller sur l'évolution de la situation et espérer que de telles pratiques ne puissent pas prospérer là-bas, parce que si ça passe, ça va passer dans d'autres pays de la sous-région, et malheureusement, c'est la démocratie qui va se tuer à petit feu. Et ça, on va connaître des heures de dictature comme on l'a connu en Afrique après les indépendances. Et ça, personne ne le souhaite aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez fait tout à l'heure appel à la CEDEAO, donc ils sanctionnent les militaires quand il faut un coup d'État. Mais on a bien compris quand il y a coup d'État constitutionnel, silence radio. Donc, mais je pense que la CEDEAO va se ressaisir si la CEDEAO ne veut pas disparaître totalement dans les mémoires, dans les archives de la mémoire des Africains. Alors, on va conclure cette émission justement à Dr Yves Kwamaïso sur le Togo. Après les partis politiques, la société civile, ce sont les évêques du Togo qui ont, dans un communiqué rendu public le 26 mars dernier, invité Faure à ne pas promulguer cette loi sur la modification de la Constitution. Les évêques du Togo se sont également interrogés sur le cas des députés à l'Assemblée nationale dont le mandat a expiré le 31 décembre 2023, s'ils peuvent légalement procéder à la modification de la Constitution togolaise. Alors finalement, Dr Yves Kwamaïso, la tâche ne sera pas si facile pour Faure Gnassingbé. Vous allez vite un peu en besogne. Vous savez, les églises, ou disons tout ce qui touche à la religion dans nos pays africains, au Togo en particulier, pose un problème. La séparation entre l'État et la religion ou les églises ne sont pas très très claires. Et les églises n'ont pas la même force. Prenez la République démocratique du Congo où l'essentiel de l'église catholique va jusqu'à lire leur positionnement politique dans leur prêche dans l'église. Ce n'est pas le cas au Togo. Deuxième chose, l'église a une obéissance vis-à-vis de Rome, le pape, et indirectement, Faure Gnassingbé va régulièrement à Rome. On ne sait pas trop exactement
les détails, mais on sait que oui, le pétrole togolais va aussi là-bas et ça pose quand même des problèmes de collusion. Alors, sur le fond, oui, tous les moyens sont bons pour essayer de faire changer la situation au Togo. Mais ce sont pas ces mêmes églises dans le temps un peu reculé qui disaient, écoutez, la patience, si Faure Gnassingbé ne respecte pas les 2 mandats, laissez-lui faire le 3e, puis il partira. Je rappelle l'article 59 de la Constitution togolaise. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal, secret, pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas ce qui se passe. Exactement le contraire. Donc, quand maintenant l'Église vient nous dire, d'ailleurs il n'y a pas que l'Église, il y avait tout un groupe d'universitaires, d'intellectuels togolais qui se sont rassemblés pour dire la même chose que ce que disent les Églises. Il dit ceci: laissez les parlementaires finalement adopter la loi, ce qui vient de fait, unilatéralement d'ailleurs, en catimini, ça s'est fait la nuit, et téléphoner à Faure Gnassingbé pour lui dire, écoutez, monsieur Faure Gnassingbé, il ne faut pas promulguer la loi. Alors, je résume. Faure Gnassingbé dit aux parlementaires de lui donner de nouveau 2 mandats supplémentaires en changeant de république et en donnant la forme semi-présidentielle, soi-disant, vers... Très bien. Faure Gnassingbé donne l'ordre. Les parlementaires, tous du parti du président, s'exécutent. Et maintenant, les églises et les intellectuels togolaises viennent se lever pour dire, téléphoner à Faure qui a donné l'instruction de ne pas promulguer. Vous pensez que Faure va faire quoi? Vous pensez que Faure va faire quoi? C'est la première question. Maintenant, on n'interdit à personne de faire des propositions. Je pense que c'est déjà un problème de fond et de cohérence. La deuxième chose qui est posée, celui qui donne l'ordre, Faure Gnassingbé, vous lui redonnez le pouvoir du peuple pour décider, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Le pouvoir et le mandat appartiennent au peuple. C'est ça une démocratie. Donc, la moindre des choses, c'est que les églises et les intellectuels africains qui ont suivi cette position devraient en appeler au peuple togolais pour dire que ce qui vient de se passer est une imposture constitutionnelle et donc un coup d'État constitutionnel et en appeler à la CEDEAO juridique de sanctionner en urgence et deuxièmement, peut-être, dire à Faure Gnassingbé d'arrêter d'empêcher des gens de manifester au Togo. Parce que c'est ça le fond de l'histoire. D'accord. Le problème... On conclut. Je vais vous laisser conclure. En même temps, quand vous parlez d'empêcher, hein, là, hier, justement, des partis politiques, c'était hier, hein, des partis politiques, l'ANC a dit, PSR, le grand mouvement citoyen, ont annoncé une alliance électorale pour les prochaines élections législatives. On a appris que, déjà, il y a des militaires qui sont intervenus, là, pour empêcher, surtout, cette conférence de presse, là, c'est quand même révoltant. Alors, ces mouvements ont aussi lancé un appel à la mobilisation générale. Alors, pour conclure rapidement, hein, comment capitaliser tous ces appels à la mobilisation pour faire échec à cette loi de modification de la Constitution votée notamment par des députés à l'Assemblée nationale? On n'a pas d'autre solution que la mobilisation générale. Monsieur Sanko a fait son travail. On a eu plus de 63 ou 65 morts au Sénégal. Ils ne sont pas morts pour rien, puisque aujourd'hui le Sénégal vient de goûter à la liberté et le changement, la mutation profonde. Le Togo sera obligé de passer par là. Les gens qui sont indifférents à ce qui se passe au Togo, je pense que c'est beaucoup de l'ignorance. Les gens qui disent qu'ils ne font pas de la politique, je crois aussi qu'ils ne savent pas ce qu'ils racontent, parce que dès lors que vous êtes dans une société, vous choisissez un choix de société. Donc pour conclure, ce régime est illégal et anticonstitutionnel. La mobilisation du peuple togolais est indispensable. Les églises, qu'elles se soient de toutes les obédiences, catholiques, protestantes, islam, on passe même pas les religions traditionnelles. On doit demander une seule chose, que Faure Gnassingbé arrête d'empêcher les partis politiques, les sociétés civiles, la diaspora de manifester au Togo. Et il faut que la communauté internationale, qui sont tous là, la France en tête, qui sont très rapides à aller adouber les coups d'État constitutionnels ou même des fois militaires, puissent dire qu'au Togo, qu'on laisse les gens manifester. Et si vous allez voir, tout le Togo va se réveiller. Le Parlement togolais doit démissionner. Faure Gnassingbé doit démissionner. Maintenant, pour le faire, il faut une discussion. C'est ça le fond de l'histoire. Et cette discussion ne peut pas se faire si les gens ne sont pas libres de s'exprimer. Tout à fait. Et je pense que je peux conclure par cela. La mobilisation populaire, elle est indispensable. Mais elle ne sert à rien si les gens doivent sortir et que ces militaires, ces gendarmes... Je rappelle une chose que vous avez oubliée. Ils étaient cagoulés. Les militaires et les gendarmes qui sont venus étaient cagoulés. On ne connaît pas leur visage. Vous revoyez, on remonte à l'impunité.
On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait même pas si ce sont des Togolais. Parce que certains me disent que quand on leur parlait togolais ou la langue locale, ils ne répondaient pas. Apparemment, ils ne comprenaient pas. Donc, est-ce que ce sont des étrangers qui sont venus? Du coup, nous changeons de registre. Ça veut dire qu'il y a une intervention extérieure dans cette histoire. D'accord. Donc, je conclus. La mobilisation est nécessaire et il faut nécessairement qu'on nous laisse les gens et les partis politiques et tous, d'une manière commune, aller montrer que c'est une imposture constitutionnelle et qu'elle doit s'arrêter. Et le fond du problème, celui qui empêche le système de fonctionner aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. S'il peut démissionner, vraiment, il aidera les Togolais. Tout à fait. En tout cas, vous avez parlé de mobilisation. Déjà, le samedi 30 mars 2024, samedi prochain, donc dans 2 jours, une grande manifestation a été annoncée par le mouvement citoyen Togo Debout, tous devant l'ambassade du Togo à Paris pour cette grande mobilisation de la diaspora togolaise. On conclut également avec le panafricain sénégalais Alphonse Dialeng Didiou. En gros, que direz-vous pour conclure cette émission sur le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Togo? Alphonse Dialeng Didiou. Oui, moi je terminerai par exprimer mon souhait que ce qui se passe au Sénégal puisse inspirer des peuples frères de la sous-région et que nous allons tous résolument vers la démocratie et vers le développement social et économique. C'est très important que nous comprenions tous qu'on n'a pas d'issue si on continue avec nos pays balkanisés et que si on veut peser sur la scène internationale, il faut que le rêve, en tout cas de nos pères fondateurs, des précurseurs, des pionniers du panafricanisme puisse se réaliser. En tout cas, mettre les jalons, mettre les pierres angulaires pour que les futures générations aillent vers une Afrique unie. Car il y a pas d'autre issue. On est dans un monde où il faut poser et que on ne peut pas poser tout seul avec un pays de 18 millions d'habitants comme le Sénégal, un pays comme le Togo ou un pays comme ce n'est pas possible. Et je rappelle ici que le président Diomaye, dans son programme, veut aller résolument vers une monnaie sous-régionale, donc celle de la CEDEAO si possible. Et seulement si c'est pas possible, aller vers une monnaie UEMOA, et seulement si c'est pas possible, aller vers une monnaie purement sénégalaise. Et j'espère que vraiment que ça va. On sait que le Sénégal et la Côte d'Ivoire étaient des 2 pays qui bloquaient justement la création de la monnaie ECO. J'espère que le changement de régime au Sénégal va permettre d'avancer, mais réellement vers cette monnaie commune. Merci. Merci beaucoup. Alphonse Dialeng Didiou, membre de PASTEF, et également membre des cadres de ce grand mouvement panafricain. On conclut également avec Souleymane Konaté depuis Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry va très très mal. En tout cas, vous avez parlé de mobilisation comme au Togo. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, Souleymane Konaté? J'aimerais simplement dire à ces dictateurs, que ce soit au Togo, que ce soit en Guinée, que un peuple longtemps humilié et méprisé par des dirigeants corrompus et autoritaires est semblable à du lait sur le feu. À force, n'est-ce pas, d'augmenter le feu des restrictions tous azimuts, notamment les libertés d'expression, de parole, de manifestation, le lait finit par déborder et devenir incontrôlable. Aujourd'hui, ce qui se passe, le vent de liberté qui souffre un peu partout en Afrique, porté par la jeunesse du continent, ce vent-là, personne ne peut l'arrêter. C'est le printemps, n'est-ce pas, de l'Afrique francophone qui commence. Et ça, je ne vois pas si quelqu'un peut l'arrêter. Donc, il est intéressant d'organiser un cadre de dialogue franc, honnête et constructif avec tous les acteurs concernés par ces situations-là pour que les gens puissent apporter leurs idées, apporter leurs contributions, ce qui va permettre de prendre des décisions utiles, favorables, n'est-ce pas, au bien-être de nos compatriotes. Parce que qui parle de dirigeants, qui parle d'acteurs politiques, parle d'abord de cette responsabilité de pouvoir protéger d'abord sa nation, protéger le peuple et protéger ses citoyens. En tout cas, nous, du côté de la Guinée, nous avons commencé ce travail depuis un certain temps, nous organiser, parce que nos
notre confrère de Togo le rappelait tout à l'heure, pour des petits pays comme la Guinée ou le Togo, si vous avez plus de 115 formations politiques, c'est difficile. Et le plus souvent, les dictateurs se basent justement sur certaines formations politiques avec des leaders sans repère, sans conviction. Certains sont en mal avec leur conscience, mais ils sont prêts à tout sacrifier sur l'autel de l'argent, de l'ego et des ambitions démesurées. Chaque fois que ces dictateurs ne veulent pas qu'il y ait des solutions consensuelles, on se base sur ces petites formations politiques qui vont contredire ceux-là qui portent des projets ambitieux pour le devenir, le bien-être de leur nation. Mais je crois que ce vent de liberté qui souffle un peu partout en Afrique francophone, porté par cette jeunesse-là, je crois que ça va radicalement changer les choses et c'est à ces dictateurs-là de rester à l'écoute de leur jeunesse. Sinon, comme le disait Alpha Condé lui-même à un moment, la jeunesse africaine est devenue une bombe à retardement. Si vous ne réglez pas cette préoccupation, il finira par s'occuper de vous. En tout cas, une très bonne conclusion d'ailleurs dans ce débat panafricain. Merci infiniment Souleymane Konaté. Vous êtes chargé de la communication de l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Vous êtes aussi conseiller chargé de communication de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, et conseiller spécial de Cellou Dalein Diallo. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi en toute résistance. Encore une fois, bravo au peuple sénégalais pour cette victoire du Sénégal et de l'Afrique. Merci à vous en toute résistance. La lutte continue. Bonsoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.